Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine ou de temps en temps. Aujourd'hui, on rentre dans un sujet super important qui touche énormément de femmes, de plus en plus de monde aussi. Et c'est pas toujours évident de trouver des solutions, des pistes de réflexion, un sentiment de souveraineté, d'empowerment quand on a un diagnostic de maladie auto-immune ou quand on est en processus de savoir qu'est-ce qui se passe avec son propre corps parce que ça peut prendre jusqu'à 7 ans avant d'avoir un diagnostic de maladie auto-immune. Il y a plus d'une centaine de maladies qui sont catégorisées dans la grande catégorie des maladies auto-immunes. Donc, tu as peut-être quelque chose en ce moment au niveau de ta santé, au niveau de tes symptômes qui, en fait, que tu sais même pas que ça rentre dans cette catégorie-là. Fait que c'est tout ça que je veux décortiquer avec vous aujourd'hui dans ce sujet qui est les maladies auto-immunes, autoimmune diseases. Avant de poursuivre, j'allais dire avant de rentrer dans le sujet, on est déjà dans le sujet. Avant de poursuivre, je veux juste m'assurer de redire que moi, je suis pas experte dans les maladies auto-immunes, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, j'ai fait du coaching sur les saines habitudes de vie, j'ai une formation en kinésiologie, kinésithérapie, j'ai une formation en coaching en nutrition, je suis maître Reiki, donc j'ai des titres, j'ai des rôles et je suis généraliste. Moi, j'aime connaître beaucoup de choses sur plein de sujets, j'aime enseigner un peu de choses sur plein de sujets et j'aime surtout vulgariser et simplifier des informations que j'apprends, moi, personnellement, à travers des formations, des conférences, des livres, des podcasts, pour amener ça dans des conversations awesome sur mon podcast, pour vous aider à ouvrir votre esprit, avoir des prises de conscience, réfléchir sur certaines choses, vous connaître, vous auto-analyser un petit peu. Mais sachez que, bien sûr, ce n'est pas des recommandations 100% personnalisées, individualisées à chaque personne qui écoute le podcast. Si tu doutes avoir une maladie auto-immune, si tu as un diagnostic de maladie auto-immune, mais s'il te plaît, assure-toi d'être suivi de façon individuelle par tes professionnels de la santé. Et bien sûr, encore une fois, c'est une conversation aujourd'hui. C'est un ramassis de différentes ressources, recherches, informations que moi, j'ai collectées dans mon processus de vouloir en savoir plus sur plein de choses en lien avec la santé, incluant ça. Et je vous ai mentionné, ou je vais plutôt mentionner 2 personnes, entre autres, de qui j'ai appris beaucoup de ce que je vais vous transmettre aujourd'hui comme information dans la description du podcast. Donc, il y a le docteur Gabor Maté, que vous connaissez peut-être. On le voit sur les réseaux sociaux. Il a écrit plusieurs livres aussi très, très powerful. Et docteur Sarah Saul, je sais pas trop comment prononcer son nom de famille, S-Z-A-L. Qui, en fait, je suis tombée sur un de ses podcasts, puis elle parlait, entre autres, spécifiquement là, des maladies auto-immunes, la différence avec les hommes, les femmes, les causes, etc. Donc, il y a beaucoup des informations que je vous transmets aujourd'hui qui sont inspirées de ces 2 docteurs-là, et entre autres, là, donc, faites vos propres recherches, posez vos questions à vos professionnels de la santé et que la conversation d'aujourd'hui ne soit pas un diagnostic, ne soit pas une permission dit par Claudia d'arrêter tes médicaments. Vraiment, vraiment pas, là. On s'entend. On est en mode solution, réflexion, prise de conscience et éducation aussi. All right? Donc, c'est quoi une maladie auto-immune? Une maladie auto-immune, si je peux résumer ça, vulgariser ça, simplifier ça, imagine que ton propre système est confus. Ton système immunitaire, auto-immune, immunity, immunitaire, ton système immunitaire est confus. Il n'arrive pas à séparer
les tissus qui sont bons versus les tissus qui sont pas bons ou moins bons dans ton corps. Les bonnes, moins bonnes... mon Dieu, je voulais dire plein de mots en même temps. Je fais ça souvent. Vous le savez. Ça m'arrive au moins une fois par podcast. Donc, il n'arrive pas à séparer, par exemple, les bons et les moins bons tissus et j'allais dire les bonnes et les moins bonnes bactéries, entre autres. Donc, on finit par s'attaquer soi-même. Ton propre système t'attaque toi-même. Parce qu'il perçoit un danger, il perçoit quelque chose d'étranger, il est confus, il n'arrive pas à savoir si telle cellule, c'est une cellule qui est saine, qui t'appartient, qui devrait être là, ou si c'est quelque chose qui est justement pas bon, dangereux, etc. Donc, tu finis auto-immune, hein? Tu attaques ton propre système immunitaire. Il y a même une façon de mesurer avec une preuve médicale dans nos propres tissus si on a ce qu'on appelle des auto-anticorps. Donc, ça le dit, hein? Des anticorps, c'est quoi? Ben, exemple, on a un rhume, ben, on va développer des anticorps pour combattre le rhume, tu sais. Entre autres, certains vaccins, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils t'injectent littéralement la bactérie ou quelque chose pour que tu développes des anticorps pour combattre éventuellement, si tu attrapes le dit virus, ben, tu es supposé avoir les anticorps qui sont supposés combattre ce virus-là. Tu as déjà développé ça dans ton corps. Et là, comme je disais, tu peux avoir une preuve médicale par, j'imagine que c'est des prises de sang qui démontrent que tu as des auto-anticorps. Fait que tu as littéralement des petits soldats à l'intérieur de toi qui ont été développés pour te combattre toi-même. Donc ça, c'est un signe qu'on peut tester qui démontre que, attends un petit peu, là, ton corps il est en train de se combattre lui-même et donc c'est un précurseur pour une maladie auto-immune. Sachez aussi qu'il y a un continuum au niveau des maladies auto-immunes. Donc, d'un bord du spectrum du continuum, tu as la personne qui est en super santé. Zéro symptôme, super santé, l'immunité va bien, son système immunitaire il est en top shape, en feu. Et de l'autre côté, totalement à l'autre extrême, ben là, ça serait exactement ce que je disais, des maladies auto-immunes qui sont diagnostiquées. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps avant de diagnostiquer une maladie auto-immune parce que souvent, on tolère beaucoup de symptômes avant d'aller consulter. Il y a beaucoup de ces maladies-là que c'est un petit peu par élimination, hein. Donc, parce que c'est pas X, Y, Z, ben, ça doit être telle maladie. Donc, ça peut prendre du temps avant de diagnostiquer le tout. Ça prend des tests, etc., etc. Donc, il y a des gens, puis peut-être que toi, à l'écoute, tu te situes là-dedans, à quelque part sur ce continuum-là, que tu n'as peut-être pas un diagnostic, mais encore une fois, tu as peut-être des signes, des symptômes ou peut-être des causes ou des risques qu'on va aussi mentionner aujourd'hui, qui feront en sorte qu'attends un petit peu, je vais peut-être déjà commencer à prendre des pistes d'action pour prévenir tout ça. Dans les dernières années, je sais pas combien d'années exactement, mais récemment, on se rend compte qu'il y a 3 fois plus de gens qui ont des auto-anticorps. Ce qui veut dire qu'il y a le triple de personnes maintenant qui ont un système qui commence à s'attaquer. Fait que ça va pas bien, tu sais. Il y a quelque chose qui a changé. C'est ce que ça nous dit, en fait, comme conclusion. C'est pas la génétique puis nos gènes qui ont changé. Donc, c'est quoi? Ben, c'est notre environnement, notre lifestyle, donc notre mode de vie, notre niveau de stress quotidien, notre niveau de trauma individuel et en tant que société, la pollution au niveau de l'air qu'on respire, les agents polluants, les trucs transformés, que dire du food system aussi, hein, donc tout ce qui est alimentation, nutrition, nourriture. Comme tout ça a énormément changé dans les dernières années, 10, 20, 30 ans, ben ça fait en sorte qu'il y a plus en plus de gens qui s'auto-attaquent, qui développent, ben c'est pas drôle, là, mais l'expression est un peu drôle parce qu'effectivement, pourquoi tu t'attaquerais toi-même quand tu veux être en santé? Tu sais, c'est un peu poche, là, mais c'est ce qui se passe. Il y a tellement d'inflammation, de stress dans le tapis, d'agents extérieurs étrangers, de bactéries, de virus, etc., de perturbateurs d'hormones, de trucs chimiques, d'artificiels qu'on absorbe par la peau, qu'on respire par le nez, qu'on mange évidemment par la bouche, en plus de notre mode de vie sédentaire, collé sur la technologie tout le temps, moins connecté à la nature, etc. Fait que tous ces facteurs-là font en sorte que ça pourrait expliquer grandement pourquoi il y a de plus en plus de gens, malheureusement, qui se ramassent avec des auto-anticorps et éventuellement avec des maladies auto-immunes.
Comme je disais au début, il y a plus d'une centaine de maladies de conditions qu'on peut mettre sous la grande catégorie des maladies auto-immunes. Donc, je vais en nommer quelques-unes. Hein. Il y en a qui sont assez flagrantes. Exemple, l'arthrite rhumatoïde. Ton corps attaque, tu as mal à tes articulations. Ton corps attaque au niveau articulaire. Sclérose en plaques, diabète de type 1, maladie cœliaque, tout ce qui est problématique au niveau de la peau, par exemple le psoriasis. Les problématiques au niveau de la glande thyroïde, par exemple Hashimoto. Il y a de plus en plus de femmes qui ont un diagnostic d'Hashimoto. Il y en a aussi d'autres que, après ma barre, on ferait pas comme, ah oui, ça, c'est une maladie auto-immune. Mais quand on commence à analyser puis comprendre c'est quoi une maladie auto-immune, on peut certainement les mettre dans la grande catégorie. Par exemple, l'endométriose. Ton corps s'attaque soi-même au niveau de la santé féminine, au niveau de ton endomètre, etc. IBS, donc syndrome du côlon irritable, la maladie chronique de Lyme, le long COVID. Hein? Donc, souvent, on fait pas l'association directe, mais encore une fois, on peut mettre ça sous la grande catégorie des maladies auto-immunes. Puis pourquoi on voudrait identifier ce qu'on a comme hey, c'est une maladie auto-immune? Ben, c'est parce que ça va t'aider éventuellement à trouver le root cause, à trouver la cause racine, le pourquoi de tu as ça. En sachant que c'est une maladie auto-immune, que c'est ton propre corps qui s'attaque, qui attaque une partie du corps ou peu importe, mais tu fais comme, OK, là, je peux comprendre d'abord qu'est-ce que je peux trouver comme piste de solution. Comme c'est une maladie auto-immune, mais ça a un lien avec mon système immunitaire qui s'attaque lui-même. Pourquoi il s'attaque lui-même? Ben, c'est quoi les causes? Fait qu'encore une fois, d'associer ça et de savoir et de comprendre que ça fait partie d'un trouble au niveau de notre système immunitaire, de l'auto-immunité, etc. Mais ça nous aide après ça avec des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Donc, si tu écoutes ça en ce moment et tu es comme, oh mon Dieu, ma collègue, elle vient d'être diagnostiquée avec la sclérose en plaques, ben, tu peux y envoyer peut-être l'épisode. Si toi, tu as un diagnostic de hypothyroïdie ou de Hashimoto puis tu as de la misère avec ta thyroïde, ben reste à l'écoute. Si toi, tu es sur le continuum de santé, ben tu es vraiment au bout puis tout va bien puis tu n'as pas de symptômes, etc., reste aussi à l'écoute parce que ce qu'on va jaser dans les prochaines minutes, c'est vraiment des causes qui font partie de la santé que j'appelle intégrative, ben pas juste moi là, la santé holistique, la santé qui est peut-être, la médecine qui est peut-être moins conventionnelle, qui peut t'aider à réduire énormément de symptômes, puis à t'assurer que tu restes là sur ton continuum, puis que tu t'en vas pas tranquillement avec le temps vers l'autre côté où est-ce que là tu aurais plus de symptômes, des problématiques et éventuellement de maladies auto-immunes. Encore une fois, les statistiques sont pas dans le bon sens. Puis on va le voir tantôt aussi. Au niveau de l'âge, ben il y a beaucoup de diagnostics qui arrivent au niveau de la femme à la préménopause, ménopause. Fait qu'aussi dépendant de l'âge que tu as, ben t'es pas nécessairement à l'abri parce que là ça va bien. Puis je dis pas ça pour faire peur là, au contraire. Ce qui s'en vient dans les prochaines minutes, ça va nous empower pour comprendre puis après ça ben tester des choses, essayer des choses, changer des habitudes de vie. Donc, il y a trois catégories de causes à peu près qui peuvent expliquer ben, comment ça se produit, comment ça arrive, ces maladies auto-immunes-là. Fait que la première cause, on rentrera pas vraiment en détail parce que c'est assez clair, c'est la génétique. Et on se rend compte de plus en plus que la génétique, finalement, a un très faible pourcentage sur bien des affaires par rapport à notre vie et notre santé qu'on pensait comparativement à avant. Ça a un impact, oui, je dis pas le contraire, mais on se rend compte de plus en plus que c'est surtout ton environnement, ton mode de vie, tes habitudes, ton épigénétique. Donc, au-delà de la génétique, c'est surtout ça qui va déclencher des symptômes, amener des problèmes de santé, etc. Mais oui, ça se peut que si tu as beaucoup de gens dans ta famille qui ont des maladies auto-immunes, ben ça se peut que tu sois un petit peu plus à risque. Mais c'est pas automatique. Tu as peut-être 0 membres de ta famille qui ont des maladies auto-immunes et toi, tu vas en avoir une parce que justement, tu as peut-être plus des 2 autres causes. Et le contraire est aussi vrai. Tu as peut-être plein de gens dans ta famille qui ont des maladies auto-immunes, mais parce que toi, tu as des bonnes habitudes de santé, tu as guéri tes traumas, tu as une super bonne nutrition avec des aliments qui sont pas inflammatoires, ben ça fait en sorte que ça l'a pas pull the trigger, hein, ça l'a pas été déclenché, même si tu avais la génétique peut-être propice à développer une maladie auto-immune. Donc ça, c'est la première cause. Qu'on n'a pas vraiment le contrôle dessus. On a surtout le contrôle sur les autres choses.
La deuxième cause principale, c'est l'intestin qui fuit, ou en anglais, une expression très commune qu'on entend de plus en plus, c'est un leaky gut. Quand on parle de gut, on parle vraiment du système digestif au complet et non juste de l'intestin. Le gut, c'est comme un tube qui part de ta bouche jusqu'à ton anus, donc ton système digestif. Et oui, bien sûr, les intestins, c'est un méchant gros morceau du gut. Donc, quand on a un leaky gut, c'est au niveau des intestins qu'on perd une barrière. Fait que quand on mange de la nourriture, puis que ça descend à différentes étapes de notre système digestif, puis ça se ramasse dans nos intestins, ben on a une barrière. Hein? C'est comme un tube dans lequel la nourriture passe pour éventuellement être absorbée puis aller, je sais pas moi, dans les muscles, aller au niveau du cerveau, etc., à travers, entre autres, la circulation sanguine ou être éliminé dans la toilette, tout simplement. Quand on a un leaky gut, quand on a un intestin qui fuit, ben ça le dit, il y a des particules qui vont fuir. La paroi intestinale devient perméable. Donc, c'est comme si tu avais ton manteau de pluie puis ton parapluie et que l'eau passait à travers. Nous, on veut que ça soit imperméable. On veut pas que ça passe à travers. Fait que quand ces particules-là passent à travers la paroi intestinale, ben, ils se ramassent ailleurs dans le corps où est-ce qu'ils sont pas supposés être. Alors, le corps s'attaque lui-même, fait comme, hey, danger, danger. Il y a quelque chose de weird qui est pas supposé être là, qui passe à travers les intestins, qui est retourné dans la circulation sanguine, qui est allé ailleurs dans le corps, qui est pas supposé être là. Donc, je vais envoyer de quoi là, par exemple, justement, du sang. Fait que là, on peut avoir de l'inflammation, etc. Et quand on a trop de particules comme ça, on finit par quasiment s'auto-empoisonner, là. C'est peut-être gros comme image, mais ça amène justement cette inflammation-là, entre autres. Donc, tout ce qui est bactéries, qu'est-ce qui est particules de nourriture, qu'est-ce qui est virus, ben ça passe à travers cette barrière-là, ce boundary-là, et ça déclenche, ça trigger les cellules pour faire comme, attends une minute, faut s'attaquer, là, c'est pas normal d'avoir ça. Et comme on sait, ou on sait peut-être pas, vous allez peut-être l'apprendre, mais 70% de notre système immunitaire se retrouve dans notre gut. Donc, si on a un gut qui a plein d'inflammations, qu'il y a un manque de variété au niveau des bonnes bactéries, qu'il y a surtout des mauvaises bactéries par rapport aux bonnes bactéries, ben c'est assez facile à comprendre là, que le système immunitaire ne sera évidemment pas efficace, voire même qu'il va finir par s'auto-attaquer, d'où la maladie auto-immune. Si on est très, très stressé aussi, ça peut poker des petits trous au niveau justement de notre gut, parce que le signal du cerveau est envoyé comme quoi, attends une minute, il y a du stress, il y a une charge mentale, il y a de la rumination, etc. Et comme on sait encore une fois, on le sait peut-être pas, vous allez l'apprendre, mais comme on a déjà parlé, devrais-je dire, sur le podcast, puis qu'on entend souvent aussi quand on plonge un peu dans cet univers-là de la santé digestive, ben entre autres le nerf vagal, hein, qui relie nos différents cerveaux, parce que oui, on dit hein, que le gut, c'est vraiment notre deuxième cerveau. Ben ça va dans les deux sens, cette direction-là. Fait que le cerveau qui est stressé, qui processe ça, ben il envoie un signal. À ta minute, on est stressé. Et ça aussi, ça peut rendre l'intestin plus perméable. Donc, super important de comprendre ça au niveau d'une des causes principales. Puis tantôt, on va parler vraiment des solutions puis quoi faire pour aider. Je pense que vous l'entendez déjà. Évidemment, la nutrition va venir jouer un rôle super important puis devenir super, super pertinente. Et finalement, la troisième cause, on peut les appeler des triggers, des déclencheurs. Fait que c'est des choses qui se passent dans notre vie qui amènent un déclenchement d'un changement, d'un trigger, d'un stress qui amène une espèce de guerre civile dans le corps et qui fait en sorte que, entre autres, par exemple, le système nerveux est pas régulé, que le corps est dans un mode genre fight or flight tout le temps. The body keeps the score. Hein, le corps, il garde toujours en mémoire de différentes façons tout ce qui nous arrive. Donc, on peut penser à tout ce qui est trauma. Donc, que ça soit... en fait, naître à la naissance, c'en est un trauma, là, je veux dire, d'arriver ici sur la planète Terre dans un petit corps de bébé, ben c'en est un trauma, tu sais. Ensuite, tout ce qu'on appelle des expériences d'enfance qui sont défavorables.
Donc, en anglais, le terme, c'est Adverse Childhood Experiences, puis je vais y revenir à ce terme-là tantôt. Évidemment, on parle des traumas souvent grand T ou big T trauma, donc avoir été élevé avec des parents qui étaient absents, qui étaient violents, qui avaient beaucoup de violence conjugale, avoir été élevé avec un manque de safety, de sécurité, par exemple, pas de nourriture, pas de vêtements, pas de toit, tu sais, toujours être sur la go, bien sûr tout ce qui est trauma au niveau abus, trauma sexuel, etc. Des gens qui ont été, par exemple, à la guerre, des gens qui ont perdu, par exemple, un père ou une mère très, très jeune, des divorces, tu sais. Donc, il y a des expériences de vie comme ça, qu'on a vécues ou pas, qui ont amené un trauma, big T trauma, petit T trauma. Et je dis pas gros, petit trauma pour, comment je pourrais dire, pour mettre un ordre dans qu'est-ce qui est le plus intense qu'un autre. Pas du tout. Un trauma, là, c'est pas qu'est-ce qui t'arrive. C'est qu'est-ce que ça t'a fait. Ça, c'est super important de comprendre la différence parce que on a tous été traumatisés d'une façon ou d'une autre. Et ton trauma n'est pas moins valide parce que ton amie, elle a vécu un trauma gros T. Exemple, elle s'est faite violer quand elle était jeune. Il n'y a pas de meilleur, de moins bon, de pire, encore une fois, c'est peut-être pas les bons mots à utiliser, mais vous comprenez ce que je veux dire. Chaque trauma est valide. C'est pas toujours la nature du trauma qui fait en sorte que ça va créer une grosse réaction dans ton corps puis que ça va t'amener éventuellement à avoir des maladies auto-immunes, mais c'est ce que ça t'a fait. Parce que tu peux prendre 2 enfants qui ont vécu un divorce, les 2 enfants à la même âge, et il y en a un qui va être plus traumatisé que l'autre pour différents facteurs. Donc, quand je dis petit trauma, gros trauma, c'est pas que les petits traumas, ils ont pas leur place puis qu'ils n'auront aucun effet par rapport aux gros traumas. Et tout peut se guérir. C'est ça qui est super. Puis c'est aussi un message que je veux passer dans la conversation awesome d'aujourd'hui. C'est que c'est des grosses choses, c'est des gros sujets. Ça prend un healing process. On va en parler, tu sais. Mais quand on comprend pourquoi puis comment, ça peut nous amener des symptômes physiques et faire en sorte que, encore une fois, notre corps s'auto-attaque. Ben c'est comme, OK, wow, c'est intéressant. Et ça peut me donner des pistes de solutions pour la suite. Parce que je peux vivre avec beaucoup moins de symptômes. Puis il y en a même qui renversent les maladies auto-immunes. Ça, c'est génial. Tu sais, quand on sait ça, ça donne beaucoup d'espoir. Versus se faire donner un diagnostic, se faire donner un médicament, puis OK, bye, bonne vie. Les médicaments peuvent et ont leur place. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. Entre autres, au niveau de la guérison des traumas. Dans la catégorie de trigger, de déclencheur, donc il y a les traumas, il y a, par exemple, des phases de vie qui ont amené du méga stress toxique. Encore une fois, peut-être une faillite, un déménagement qui a fini en guerre mondiale ou presque dans ton couple. Je sais pas moi, des gens qui ont fui la guerre, qui ont déménagé d'un pays, une perte d'emploi. Bref, un gros accident, une grosse maladie, tu sais. Donc, ces périodes-là, ben c'est sûr que ça peut être un déclencheur de maladie auto-immune. Mesdames, les gros changements hormonaux. Donc, c'est sûr que la puberté pour tous les humains, mais quand elle est plus spécifique aux femmes, être enceinte, accoucher, avoir la ménopause ou vivre la ménopause, c'est des moments dans une vie qui amènent des gros changements hormonaux. Donc, ça peut en être un, ça, déclencheur de maladie auto-immune. Puis quand on parle d'être enceinte, le système, ton corps, il doit s'adapter à un corps, entre guillemets, étranger. Parce que le bébé qui est en train de pousser à l'intérieur de toi, ben c'est moitié toi puis moitié ton conjoint. Donc, ensemble, ça fait en sorte que, oui, tu as ton propre DNA à toi, mais tu as aussi, entre guillemets, un corps étranger, tu sais. Le bébé aussi devient quelque chose d'étranger à l'intérieur de toi parce qu'encore une fois, c'est pas que toi, c'est toi et le sperme de quelqu'un d'autre. Fait que, encore une fois, de voir ça comme ça, on fait comme, c'est vrai, tu sais. Fait que, au-delà de tout ce que ça implique être enceinte puis construire, puis un humain, construire, c'est pas le bon mot, mais vous comprenez. Faire grandir un humain dans son ventre, là, pendant genre 9-10 mois. Ben, il y a cette adaptation-là aussi qui peut amener, encore une fois, un déclencheur, un trigger pour les maladies auto-immunes, tu sais. Fait que je le nomme parce que c'est Dr. Sarah Salz qui donnait cette image-là puis cet exemple-là. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que moi, personnellement, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais jamais
comment je pourrais dire, j'avais jamais visualisé ça comme ça. Ouais, c'est vrai, quand on est enceinte, il y a comme quelque chose d'étranger à l'intérieur de nous, puis il faut comme que le corps s'habitue à cette nouvelle dose d'hormones-là, oui, les nôtres, qui vont à travers des changements hormonaux super intenses, mais aussi, tu sais, c'est ça, du sperme, fait que, puis éventuellement du fœtus, puis du bébé, etc. T'sais. Fait que bref, ça pour dire, je pense qu'on le sait, là, c'est un gros moment de changement hormonal. Fait que voilà. Génétique, leaky gut et déclencheur, donc soit trauma, stress, changements hormonaux, ben tout ça ensemble peuvent expliquer principalement pourquoi et comment et quelles seraient les causes en fait des maladies auto-immunes. Il y a 4 fois plus de femmes que d'hommes qui se font diagnostiquer avec des maladies auto-immunes. Puis je suis sûre que c'est peut-être plus avec les femmes qui n'ont pas encore de diagnostic ou qui vont pas consulter ou tu sais peu importe. Mais ce qui est out there là, dans la littérature puis les stats, c'est vraiment c'est flagrant là. 4 fois plus d'hommes que plus de femmes que d'hommes qui ont des maladies auto-immunes. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence au niveau du sexe biologique. Là. On s'entend qu'on a des chromosomes différents. Mais l'aspect que je trouve encore plus intéressant, puis ça, d'ailleurs, Gabor Maté en parle beaucoup, c'est au niveau des différences, au niveau des genres, donc femmes-hommes, construites par la société. Fait que oui, il y a l'aspect biologie de la femme va être enceinte, accoucher, avoir sa ménopause. Mais, et j'ai envie de dire peut-être encore plus, qui est démontré de plus en plus aussi, c'est qu'en général, la femme vit plus de stress, a plus de traumas, a des traumas plus jeunes dans sa vie, et quand une femme et un homme vivent un trauma qui est pareil, souvent la femme va avoir plus de PTSD, donc plus de choc traumatique. Puis ça, c'est pas des généralisations, c'est pas du féminisme, c'est littéralement des faits. Quand on parle aussi de l'archétype, l'énergie, les demandes de la femme, tu sais, qu'est-ce qu'on s'attend d'une femme souvent en société? Ben, une femme, c'est quelqu'un qui va donner, hein, qui va s'occuper des autres beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui se ramassent au burn-out parce qu'ils ont de la misère à dire non. Il n'y a pas de boundaries. On pense au bien des autres, on est nurturing, on prend soin d'eux, on s'occupe de, tu sais, on s'oublie. Hein, c'est des choses que j'entends très, très souvent avec mes clientes. Donc, on est un petit peu dans cet archétype personnalité, trait de caractère-là. On utilise le terme qui nous convient. Mais ça aussi, Sarah, je l'ai noté parce que je trouvais ça vraiment choquant, la façon qu'elle l'amenait. Puis elle disait, c'est comme un danger pour la santé d'être femme dans notre environnement. Tu sais? C'est comme, dès que t'es une femme, ben t'es un danger pour ta propre santé. Entre autres, parce que l'environnement est fait comme ça, parce que la société est construite comme ça. Les femmes font plus d'insomnie, plus de dépression, ont plus d'Alzheimer. Il y a plus de douleurs chroniques chez les femmes aussi. Il y a aussi encore un gap entre les traitements qu'on reçoit, puis au niveau de l'éducation aussi. We've come a long way, là. Genre, il y a vraiment eu beaucoup de progrès, c'est sûr, depuis, entre autres, le grand mouvement féministe, puis etc., etc. On est loin de où est-ce qu'on était avant, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Donc, ça aussi, c'est démontré que quand tu arrives dans la pièce ou la salle ou bref, où est-ce que tu vas voir ton médecin, ton docteur, ben il y a une différence du traitement que tu reçois parce que tu es une femme versus parce que tu es un homme. Souvent, les femmes, on est entraînées puis on est programmées à donner notre pouvoir à l'autre, donner notre pouvoir à notre médecin. On se fait souvent fermer quasiment la porte au nez. On se fait souvent refuser d'avoir des prises de sang de plus. On n'a souvent pas les réponses qu'on cherche. On vit des trucs, surtout par rapport à nos changements hormonaux, puis on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pas grave, ou c'est juste les hormones, ou c'est juste parce que t'es en périménopause, fait que c'est normal, tu sais. On normalise beaucoup de choses, on invalide beaucoup de choses. Et je dis pas que les hommes vivent, puis n'importe quel humain vit pas ça non plus, là. Mais encore une fois, c'est des observations qui sont là, qui sont vraiment démontrées, tu sais. On est des êtres émotionnels et donc, oui, on est dans nos émotions, mais aussi, hein, on est émotionnel par rapport aux émotions des autres. Ça nous touche beaucoup. On a de l'empathie. Souvent, on veut prendre la douleur que nos enfants, nos clientes ou nos amis ont. On veut la prendre sur nous-mêmes. On est empath, hein? On trouve ça parfois difficile de rester dans notre propre énergie puis de pas se laisser affecter par les autres, tu sais. On prend le stress des autres, les problèmes des autres parce qu'on veut aider. On est un peu sauveuse. On est people pleaser, tu sais.
Et tout ça, j'ai envie de dire, c'est des belles qualités, là. Faut pas trop se taper sa tête quand on entend tout ça, tu sais. C'est des belles qualités de vouloir prendre soin des autres, c'est des belles qualités de vouloir enlever la douleur de notre conjoint ou de notre enfant, tu sais. C'est des belles qualités d'être dans nos émotions puis de ressentir tout ça. Par contre, ça prend un équilibre, ça prend une modération. Parce qu'en ce moment, à cause de tout ça, à cause de la problématique culturelle, à cause des normes de la société, ben ça nous rend malades et ça nous garde malades. Ça fait en sorte que les femmes sont en burn-out, sont déprimées, sont anxieuses, ils se ramassent avec des médicaments, ils se ramassent avec une espèce de perte de sens, de joie de vivre, beaucoup de fatigue, une perte de sens, une perte de motivation et éventuellement aussi peut-être des maladies comme des maladies auto-immunes. Donc, le fait de vouloir over-provide, hein, de toujours se surdonner, ben, il y a un coût à ça. Et le coût, ben, c'est notre santé. Puis, encore une fois, je dis ça en vous faisant tout un câlin, là. Avec tellement d'amour et d'empathie et de compassion parce que c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Tu sais, à quel point on est programmé au niveau du patriarcat, au niveau de les rôles, hein, femmes-hommes, au niveau de la crise identitaire qu'on vit en ce moment aussi, tu sais, au niveau des traumas qui nous sont faits, en fait, à cause des inégalités puis à cause de d'autres choses. Donc, c'est juste d'en prendre conscience, de se donner de l'amour, de l'accepter, de se pardonner, de pardonner aux autres, etc. Et encore une fois, je généralise, hein, tous les humains vivent des traumas, probablement des injustices, absolument. Et je sais que la majorité des gens qui m'écoutent, c'est des femmes. Et si vous êtes un autre humain qui est à l'écoute, envoyez ça à une femme de votre quotidien, de votre vie, en fait, de votre entourage, etc. Mais les statistiques sont là. 4 fois plus de femmes ont un diagnostic de maladie auto-immune. Vous allez peut-être dire, ouais, mais Claudia, les hommes, ils vont moins consulter que les femmes, tu sais. Encore une fois, peut-être, là. Hein, il y a des nuances dans tout ce que je dis, comme d'habitude. Mais ça reste que c'est quand même une réalité qui est là. Puis juste d'être consciente, puis de s'asseoir avec ça, puis comme, how do I feel in my body? Comment je me sens dans mon corps quand j'entends que, ouais, peut-être que ma difficulté à dire non, c'est peut-être relié à certains de mes symptômes. Ça aussi, hein, Gabor Maté, là, au niveau du trauma, puis les maladies auto-immunes, puis surtout les maladies ou les symptômes au niveau digestif, c'est super pertinent puis intéressant le lien qu'il fait avec tout ça. On a aussi Dr. Élise Dubuc, qui était sur le podcast il y a quelques semaines, qui parlait des différentes maladies problématiques au niveau, entre autres, de la santé féminine, hein, que ce soit PCOS, endométriose. Puis oui, elle a parlé de médication, hormonothérapie, et elle a aussi parlé de nutrition, et elle a aussi parlé de guérir ses traumas, tu sais. Donc, c'est vraiment cette approche-là de santé intégrative que je mets de l'avant dans mon coaching, dans ma vie, puis sur le podcast, puis qui est encore et surtout pertinente, tu sais, avec les maladies auto-immunes. L'autre chose aussi que j'ai brièvement mentionné tantôt, c'est que il y a beaucoup de diagnostics qui arrivent entre les âges de 40 et 55 ans. Entre autres parce que, hein, comme je l'ai dit, un des déclencheurs, c'est un gros changement hormonal. Donc, on est dans la préménopause, la ménopause, il y a une chute de beaucoup d'hormones, entre autres, hein, la progestérone et l'estrogène, c'est 2 hormones qu'on entend très souvent quand on parle de préménopause et de ménopause. Donc, je reviens à ce que je disais au début, ton système il est confus, ton corps il est confus. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai moins d'estrogène, j'ai moins de progestérone. Comment je suis supposée m'adapter à ça? Alors, ça peut créer toutes sortes de symptômes. Et dans cette période-là, il y a aussi ton métabolisme qui change, il y a aussi ton système immunitaire qui change. Donc, un est comme la cause et la conséquence de l'autre. Parce que j'ai une baisse d'hormones, ben ça affecte mon métabolisme, ça affecte mon système immunitaire, mais parce que mon métabolisme et mon système immunitaire sont affectés, ben j'ai aussi une baisse d'hormones. Tu sais, tout est comme interrelié. Fait que c'est une période propice. C'est pas vraiment un terme super que j'utilise de façon positive en ce moment là, mais c'est une période propice en fait à peut-être développer des maladies auto-immunes. Il y a aussi des facteurs, ça c'est des facteurs qui se passent à l'intérieur de soi, mais il y a aussi des facteurs à l'extérieur de soi qui se passent parfois dans cette période-là qu'on peut observer chez des femmes entre 40 et 55 ans. Des fois, c'est des périodes de vie où est-ce qu'il y a des divorces. C'est comme les enfants sont plus vieux, sont partis de la maison, peut-être qu'on restait ensemble justement pour garder le noyau familial et là, ben les enfants sont plus là, donc on s'assoit, on a des bonnes conversations, on se rend compte que on est mieux de continuer notre chemin séparés. C'est souvent, il y a beaucoup de gens qui se divorcent dans ces âges-là. Fait que parfois, la femme devient la seule personne qui gagne l'argent pour elle, pour ses enfants, où elle doit justement avoir
une vie complètement séparée de la vie qu'elle avait avant avec son conjoint ou sa conjointe, hein, je veux dire, on part de deux, on devient un, peu importe le genre, là. Donc, ça rajoute du stress financier, de la charge mentale. Des fois, à ces âges-là aussi, on commence à prendre soin de nos parents. Peut-être qu'il faut prendre des décisions, genre, est-ce que je place mes parents? Est-ce que mes parents, justement, ils ont des maladies? Je dois plus m'en occuper. Donc, cette charge-là, peut-être que les enfants sont partis de la maison, mais là, il faut s'occuper des parents. Fait que c'est une période où est-ce qu'il y a des facteurs inside, à l'intérieur, et des facteurs outside, à l'extérieur, qui affectent tous les humains, mais en particulier les femmes. Donc, c'est pour ça aussi que ça devient un terrain fertile de développer des maladies auto-immunes. Au niveau des symptômes, donc peut-être que t'es comme, j'ai des petits symptômes, je sais pas si c'est relié à ça, j'ai peur que ça devienne ça, tu sais. Il y a des symptômes assez communs, assez flagrants, qui vont toucher pas mal toutes les maladies auto-immunes. On pense à la fatigue, puis vraiment là, comme exhaustion, là, genre t'es brûlé, t'es fatigué. Ça, c'est un symptôme assez courant. Qu'est-ce qui est toute douleur articulaire? Hein, on a mal dans les doigts, mal dans les hanches, mal dans les genoux, etc. Tout ce qui est en lien avec l'inflammation. Donc, peut-être qu'il y a de l'enflure dans le corps en général ou à des parties spécifiques. Puis après, au niveau des autres symptômes, ben là, ça va dépendre quelle partie du corps a été attaquée. Fait que, par exemple, je parlais de glande thyroïde, je parlais de Hashimoto tantôt. Il y a 9 fois plus de femmes qui ont le diagnostic d'Hashimoto que les hommes. Puis, si vous savez pas c'est quoi, ou que vous êtes confus en « Ah, mais c'est-tu de l'hypothyroïdie, ça? De l'hyperthyroïdie? » C'est effectivement ces 3 mots qui se réfèrent à la glande thyroïde. Avoir je sais pas si on appelle ça une maladie d'Hashimoto, sûrement, parce que c'est une maladie auto-immune, ou le syndrome, ou bref. Avoir le Hashimoto, c'est la cause d'à peu près 95% de l'hypothyroïdie. Fait que si tu as eu un diagnostic d'hypothyroïdie, puis il y en a de ça aussi de plus en plus. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va te donner un médicament pour essayer d'accélérer un petit peu ta thyroïde, puis d'amener ça à un niveau d'activité normal, tu sais. Il y a aussi l'hyperthyroïdie, qui est le contraire. C'est plus rare, mais ça arrive. Fait que bref, si ton corps attaque ta glande thyroïde, hein, donc maladie auto-immune, que ça soit hypothyroïdie, Hashimoto, ben les symptômes que tu peux avoir, surtout si c'est Hashimoto ou hypo, là, perte de cheveux, fatigue, je l'ai déjà dit dans les symptômes généraux, mais ça va à ce niveau-là aussi, parce que c'est vraiment comme si tu pèses sur le gaz puis ça avance pas, t'as pas de gaz. Tu peux prendre du poids, prendre du gras aussi, parce que ton système est au ralenti. Ton métabolisme est ralenti aussi, fait que ça peut jouer sur ta température corporelle. Donc ça, c'est des exemples de symptômes si, par exemple, ton corps attaque ta glande thyroïde. Après, si tu as une maladie auto-immune qui est plus en lien avec des neuropathies, donc que le corps attaque tes nerfs, tu peux ressentir des engourdissements. Ça peut être dans les doigts, ça peut être à différents endroits sur le corps. Au niveau de, par exemple, ton gut, hein, si c'est vraiment au niveau du système digestif, bon, on comprend maintenant que c'est une cause pour pour pas mal toutes les maladies auto-immunes, mais tu peux avoir, par exemple, diarrhée, constipation, difficile d'avaler, perte d'appétit, des crampes au niveau de ton intestin, des reflux, hein, des reflux, acid reflux, reflux gastrique. Donc ça peut être des symptômes. Je parlais de psoriasis tantôt, ben tout ce qui est problématique au niveau de la peau. La peau enflée, des rash, hein, de l'eczéma, etc. Ben, c'est un signe que ton corps il attaque sa peau ou il y a quelque chose à l'intérieur qui doit sortir, ça sort par la peau. T'sais. On met aussi dans les symptômes dépression, tout ce qui est au niveau de santé mentale, dépression, troubles de l'humeur. T'es comme il y a pas grand-chose de joyeux en fait. T'es comme dans une aura un peu lourde, un peu noire, un peu pas motivée, tu sais. Ça peut rentrer dans les symptômes. Et bien sûr, le poids corporel. Donc, soit une perte de poids ou un gain de poids qui est pas expliqué par autre chose. C'est sûr que si tu te mets à la diète puis tu perds du poids, ben c'est peut-être lié à ça. Mais si tu n'as pas vraiment changé rien dans ta vie puis que ton poids corporel change, ça peut être un symptôme d'une maladie auto-immune. Encore une fois, je vous donne des exemples. Là. Le but, c'est pas de vous diagnostiquer, là. Mais je vous donne des exemples pour que vous connectiez à votre corps et peut-être que la prochaine fois que tu vas voir ton médecin ou ton naturopathe ou peu importe, ben tu peux lui parler de ça, lui poser des questions.
Je veux revenir à l'aspect trauma. Tantôt, je vous ai dit que l'expression adverse childhood experience, je pense que c'est Dr. Sarah aussi. Elle a fait un espèce de quiz, un questionnaire qui te donne ton ACE, Adverse Childhood Experience Score, fait que ton score. Et si tu réponds oui à même une seule de ces questions-là, je pense qu'il y en avait comme 17 en tout. Si tu réponds oui à même juste une seule de ces questions-là, ça peut augmenter tes risques de 20% d'avoir une maladie auto-immune. Ça, c'est pour vous démontrer à quel point, justement, les traumas, puis à quel point le corps, puis on va en parler après, comment ça se passe, pourquoi ça a un si gros impact, ça peut justement, c'est intimement relié, en fait. Fait que je vais vous pas vulgariser, mais vous traduire, parce que son questionnaire est en anglais. Quelques questions, on passera pas à travers les 17 ensemble, mais ça va vous donner rapidement une idée du genre de questions qu'on pose. Donc, exemple, est-ce que avant 18 ans, tu as expérimenté souvent ou très souvent des parents qui te frappaient, t'ont lancé des choses, ont sacré après toi? Est-ce que avant 18 ans, tu as ressenti souvent ou très souvent un sentiment que tu avais peur, en fait? Est-ce que tu t'es déjà fait pousser? Est-ce que tu as déjà eu, puis elle revient souvent à avant 18 ans, souvent, très souvent, là, on comprend. Est-ce que tu as déjà eu des marques, des bleus, vraiment, ça apparaissait sur ton corps physique que tu avais eu des blessures ou que tu t'étais fait frapper? Est-ce que tu as déjà touché ou tu t'es fait toucher d'une façon sexuelle? Est-ce que tu as eu souvent ou très souvent l'impression qu'il y a personne qui t'aime et que tu n'es pas important? Est-ce que tu as déjà eu des moments où est-ce que tu avais peur de ne pas avoir assez de nourriture? Est-ce que tes parents y ont été séparés, divorcés? Est-ce que ta mère ou ta belle-mère s'est fait frapper ou fait faire des menaces devant toi souvent ou très souvent? Est-ce que tu as vécu avec des parents ou des gens dans ta maison qui étaient souvent sous l'effet de la drogue, qui ont été en prison ou très, très dépressifs? Donc, vous comprenez la nature des questions, là, c'est vraiment de retourner dans notre enfance pour voir qu'est-ce qui s'est passé qui a forgé différentes choses à travers, entre autres, 4 systèmes dans notre corps qui va faire en sorte que plus tard, quand il va y avoir un déclencheur, pouf, c'est là, ça refait surface et ça se déclenche en MAUX, M-A-U-X, en maladie auto-immune. Donc, il y a l'aspect psychologique que ça touche, il y a l'aspect immunitaire que ça touche, bien sûr, il y a l'aspect neurologique et il y a l'aspect endocrinien, donc les hormones. Donc, de vivre ces expériences à l'enfance qui sont traumatisantes, qui sont négatives, qui sont difficiles, ça vient littéralement faire en sorte que ton réseau, ton network à l'intérieur de toi se développe et s'adapte, parce que dans ces années-là, on s'entend, on est en développement fois 1000, surtout de 0 à 7 ans. On absorbe, puis on crée des neuropathways, on crée des conditionnements, des programmes, des croyances, et on enregistre littéralement dans notre système nerveux ce qui se passe, puis surtout comment on doit réagir pour se protéger. Parce que quand on vit ces expériences-là, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de safety. Alors, il faut s'adapter. Encore une fois, il faut créer un network, un système à l'intérieur de soi pour se protéger, s'adapter. Et donc, on bâtit notre vie sur un système qui est déjà débalancé, déjà dérégulé, déjà confus, qui s'attaque déjà à soi-même. Encore une fois, tant au niveau psychologique, immunitaire, neurologique qu'endocrinien. The body keeps the score. Ça se fait de façon inconsciente, hein? À 5 ans, là, t'es pas en train de regarder ta belle-mère se faire engueuler par ton père puis te dire, en ce moment, je reçois une information que je ne suis pas dans un environnement sécuritaire et donc je vais enregistrer ça dans mon système nerveux pour toujours être en mode sur le qui-vive puis toujours être en mode faut que je check ce qui se passe autour de moi parce que je sais pas la prochaine fois que mon père va péter une coche puis s'il pète une coche après ma belle-mère, mais ça se peut qu'il pète une coche après moi. On n'est pas en train de processer ça de façon consciente là, quand on est jeune. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas en train de l'absorber puis qu'on n'est pas en train de créer justement un réseau, un système sur ce manque de sécurité-là. Et si on ne fait pas ce qu'il faut à l'âge adulte, et même plus tôt que ça, on peut commencer le travail à l'âge de l'adolescence, tu sais, ça reste dans le corps. Et à un moment donné, ça ressort.
de différentes façons et surtout en maladie. Donc, c'est super important de pas juste rester dans le cognitif quand on parle de ce qu'on parle en ce moment, là. Oui, là, d'en parler, de process, de réaliser des choses, de comprendre d'où ça vient, de jaser de justement la relation que tu as avec tes parents ou dans quel environnement tu as grandi ou avec tes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé ou ce nid-là familial qui nous forge tellement, c'est vraiment super là, d'en jaser, de comprendre, d'être dans le cognitif. Mais il faut absolument que ça passe par le corps si on veut une guérison qui est profonde. Il faut relâcher par le corps. Healing happens by feeling. Il faut réapprendre à son corps et à son système nerveux à être safe, à être en sécurité. Que tu es en sécurité dans ton corps. Tu n'as plus que 4 ans. Ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune, ce n'est pas de ta faute. Fais un gros câlin à la petite enfant intérieure à l'intérieur de toi. C'était pas de sa faute. Elle l'a pas demandé. Elle le méritait pas. Et, plus tard, ben, c'est notre responsabilité maintenant de guérir ça, de process ça, de réaliser tout ça. Pour qu'on puisse vivre une vie saine, libre, légère, épanouie, qu'on puisse attirer des belles choses sans s'auto-saboter, pour qu'on arrête d'être tout le temps fatigué, en burn-out, impatiente, puis, tu sais, pour qu'on réduise beaucoup nos symptômes de maladies auto-immunes et qu'on puisse renverser éventuellement des diagnostics. Fait que bref, au niveau solution, ben ça, c'est un gros morceau de la solution. Donc, fais face à tes traumas, resolve it par ton corps, pas juste en talk therapy qu'on appelle là, donc en jasant, tu sais. Puis, ouais, mais je fais ça comment, Claudia? Ben, je vous recommande fortement d'être accompagnée, premièrement, là, que ça soit par du breathwork, hein, revenir à la respiration, des gens qui sont des spécialistes dans la régulation du système nerveux. Le yoga, ça peut être une bonne première pratique de retourner dans son corps pour être vraiment embodied, pour incarner, encore une fois, dans notre corps physique. Des thérapies somatiques. Parce que oui, on peut jaser, mais on va aussi aller chercher dans le corps. Ça se loge où, ces traumas-là, tu sais? Puis encore une fois, être dans une ambiance, être dans un environnement, être avec quelqu'un avec qui tu as 100% confiance pour que tu puisses être en sécurité. Sécurité perçue, mais vraie sécurité aussi, pour faire remonter ça et surtout les faire resolve, disparaître, relâcher. C'est complexe, hein? Encore une fois, je suis vraiment pas une experte en trauma, là, vraiment pas. Moi, j'ai fait beaucoup de modalités différentes, j'ai envie de dire, pour m'aider avec ce que j'ai vécu dans le passé et que je parle de petits traumas, gros traumas. Moi, j'ai pas eu de gros traumas comme ceux que j'ai nommés. Et ça veut pas dire qu'il y a pas des choses dans mon enfance, par le patin, par différentes expériences, tu sais, que, entre guillemets, ça traumatise quand même, tu sais. Qui a fait en sorte que j'ai développé des masques, que j'ai développé des mécanismes de défense, que je me suis mis des étiquettes, tu sais, de people pleaser, puis de perfectionniste, puis de overachiever, puis d'ambitieuse, puis de, tu sais, hyper indépendante. Ben, tout ça, ça vient des petits, moyens, gros traumas qu'on vit, tu sais. Donc, peu importe où dans ton journey, c'est d'être ouverte à essayer différentes choses qui vont t'aider. Puis si tu me dis, moi, là, le yoga, je déteste ça, ben c'est chill, essaye autre chose. Ah, la méditation, ça me stresse encore plus. OK, essaye autre chose. Ah, moi, j'ai rencontré 3 psychologues dans ma vie, puis c'était pas pour moi là, de parler de mes problèmes. Là. J'ai d'autres choses à faire que ça. OK, essaye autre chose. Mais comme on comprend aujourd'hui, tu sais, les maladies qu'on développe, intimement reliées à ce qui est dans notre corps, entre autres au niveau de nos traumas. Une autre grosse partie de la solution, ben vous l'avez deviné, je l'ai déjà dit, là, c'est au niveau de la nutrition. Donc, bien sûr, si vous avez des diagnostics de ce genre, des symptômes, essayez-le pendant minimum 3 semaines de réduire, voire d'éliminer tout ce qui peut causer de l'inflammation. Des fois, ça vaut la peine d'être strict avec notre diète, notre alimentation pendant un petit bout pour voir comment on se sent, pour voir si nos symptômes réduisent, pour réduire le stress, la load de stress qu'on met sur notre corps et notre système digestif tout le temps. Tu sais, l'alimentation, la diète, ce qu'on mange, là, c'est comme si on amène le monde extérieur à l'intérieur de nous.
Puis je reviens à ce que je disais par rapport au leaky gut, que c'est comme une barrière dans l'estomac qu'on veut que ça soit imperméable. Ben, si on fait un lien avec les boundaries, hein, être capable de dire non, puis avoir des boundaries, des limites pour soi, puis des barrières avec les autres. On parle d'intestin, puis on parle de vie, on peut faire des liens, je pense, à ce niveau-là. Donc, alcool, bien sûr, sucre, aliments chimiques, artificiels, transformés, gluten, là, je veux dire, on ne peut plus le nier et l'ignorer, les amis, là. C'est pas une trend, là, de manger sans gluten, là, tu sais. Littéralement, c'est ce que ça fait principalement, le gluten. Après, là, si t'es en top shape, full santé, aucun symptôme, ton corps, il peut probablement d'en gérer du gluten, puis d'en processer sans que tu aies des trous dans ton estomac, puis dans tes intestins, pardon, puis que tu développes une maladie auto-immune, là. Il y a des gens qui tolèrent très bien un petit peu de gluten ou même beaucoup de gluten, tu sais. Sauf que faut que les autres facteurs soient là. Et si tu as des symptômes, ben, ça veut dire qu'effectivement, il faut que tu te donnes tous les outils en ton pouvoir pour voir, essayez-le, testez-le, tu sais. Produits laitiers, inflammatoires pour beaucoup de gens. Et il y en a d'autres, hein, maïs, arachides, les nightshades, là, tout ce qui est aubergine, tomate, poivron. Il y en a que ça va être les légumineuses. Donc, tu sais, on se connaît, on le sait qu'est-ce qui nous fait pas sentir bien. Mais au minimum, alcool, sucre, chimique, transformé, artificiel, gluten, dairy, là, essayez ça, tu sais, pendant 3-4 semaines. Après ça, tu vas voir. S'il y a rien qui a changé, ben, écoute, ça me surprendrait vraiment beaucoup, là. C'est jamais arrivé, là, dans les gens que je connais puis mes clientes. Mais, tu sais, recommence à manger comme tu veux. Mais habituellement, c'est pas ça qui se passe. Habituellement, il y a des symptômes qui diminuent beaucoup. Et là, après ça, ben, ça devient ton choix de faire comme, OK, j'ai fait 1 ou 2 mois sans alcool. Voici les bénéfices que j'ai eus. Fait que ça devient un choix par la suite si je veux continuer d'en boire ou pas. Ou peut-être qu'au lieu d'en boire à tous les jours, je vais en boire juste une fois par semaine, tu sais. Fait que, encore une fois, tu retrouves ton pouvoir personnel sur ta santé. Donc, à essayer. Et aussi, la dernière chose, c'est que tu peux te faire tester. Donc, pas besoin d'attendre justement 7 ans, hein, avant d'avoir un diagnostic. Tu peux tester ton inflammation, ton métabolisme. Tu peux tester au niveau de ton système immunitaire, au niveau sanguin, si tu as par exemple tes globules blancs versus globules rouges, etc. Encore une fois, je suis pas experte dans les termes spécifiques des prises de sang, là, mais sache que tu peux te faire tester. Tu peux faire tester ton glucose puis ton insuline, parce que ça aussi, ça a un lien avec les maladies auto-immunes. Évidemment, tes hormones, surtout si tu arrives à une phase de ta vie où est-ce que tu le sais que préménopause, ménopause, etc. Vitamine D aussi. Vitamine D est super important pour le leaky gut. Donc, il y a des façons de se faire tester. Puis je sais que des fois, les médecins, puis encore une fois, je vais généraliser, là, il y a des médecins extraordinaires puis qui sont ouverts à ça, puis que oui, ils vont faire plus de tests que pas assez. Mais souvent, ça peut être un peu difficile d'avoir les prises de sang qu'on veut, de faire les tests qu'on veut. Des fois, on est obligé d'aller en privé ou d'aller d'une autre, par exemple, en naturopathie ou d'autres façons de tester différentes choses par exemple, les sels, la salive, etc. Mais c'est sûr que de se faire tester, ça vous donne, bien sûr, du data, là, des données précises à vous. Par contre, comme c'est parfois un test, mais plusieurs tests qui peuvent prendre du temps, être coûteux ou qui sont pas accessibles, ben encore une fois, tu as le contrôle sur ta nutrition, tu as le contrôle sur aussi ce que tu veux faire par rapport à tes traumas. Alright? Et si tu fais tout ça, ben, tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas réduire la guerre civile qui se passe dans ton corps. Tu vas te sentir plus régulé. Tu vas te sentir plus empowered. Tu vas avoir les outils et même les réflexions puis les changements de mindset pour t'aider, pour avoir un mode de vie qui est plus sain. On appelle ça de la médecine de mode de vie, hein? Lifestyle medicine. Donc oui, les pilules, les médicaments ont leur place. Par contre, on donne souvent vraiment pas assez de place aux pilules du quotidien, dans le sens au mode de vie, tu sais, c'en est de la médecine, ça, sur laquelle tu as beaucoup de contrôle. Puis souvent, c'est très simple, mais il faut le faire. All right? Et une fois que tu vas avoir moins de symptômes, que tu vas te sentir plus régulé, ça va être très difficile par la suite de retourner. Tu vas vouloir continuer dans cette belle transition de vie-là pour te sentir bien énergique, etc. Et ça se peut hein, que tu vives avec cette maladie-là le reste de tes jours, mais au moins, tu vas prendre le contrôle. Ça ne deviendra pas ton identité. Tu vas connaître ton corps, tu vas être connecté à ton corps. Et encore une fois, de toute façon, là, ce que j'ai dit aujourd'hui, là, genre manger moins inflammatoire puis guérir ses traumas, même si tu n'as jamais de maladie auto-immune de ta vie, ça va quand même t'amener vraiment des beaux bénéfices. T'sais. Fait qu'oubliez pas l'importance des petites actions accumulées. Choisis une chose aujourd'hui dans la conversation, va faire plus de recherches là-dessus, parle-en à ton médecin la prochaine fois, essaye-le dans ton quotidien, bref, tu sais. Puis voir comment toi, tu te sens avec ces infos-là, puis avec ces modalités-là, puis avec ce mindset-là, puis avec, bien sûr, ces habitudes-là.
All right. Donc, j'espère que c'était clair, que c'était vulgarisé. Comme j'ai dit, moi, j'aime bien ça, résumer, mettons, sur un sujet, plein de choses que j'apprends. Je répète que je suis pas experte. Il y a peut-être des termes que j'ai mal dit aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux expliquer. Je veux dire, il y a des experts là-dedans qui font leur carrière des maladies auto-immunes. Moi, je t'ai résumé ça dans un podcast de 45 minutes, 1 heure. On s'entend, mais je trouvais que c'est un sujet super important parce que je le vois de plus en plus et on en parle de plus en plus, c'est tant mieux. Et malheureusement, comme j'ai déjà mentionné, ça affecte de plus en plus de personnes et surtout des femmes pour toutes les belles et moins belles raisons qu'on a mentionnées aujourd'hui. Donc, que ceci soit une petite piste de réflexion puis de solution pour vous. Fait que voilà, et je vous laisse comme d'habitude avec un quote pour finir la conversation d'aujourd'hui. Donc, health is not valued until sickness comes. Hein, souvent, on sous-estime notre santé jusqu'à temps que la maladie arrive. Et c'est dommage. Même quand on est en pleine santé, on devrait s'assurer de prendre soin de notre santé, de pas la prendre pour acquis. Parce que quand tu deviens malade, ben, tu as juste un problème, là, puis c'est ta santé. Puis c'est cliché, hein? Si on n'a pas la santé, on n'a pas rien. Mais je vais continuer de le répéter quand même parce que malheureusement, on se rend compte de ce fait-là une fois qu'il est parfois trop tard ou une fois qu'on a le diagnostic, puis c'est possible, mais plus difficile de retourner en arrière, tu sais. Donc, je vous encourage à à mettre de la valeur sur votre santé aujourd'hui, maintenant, et pas juste quand on a plein de symptômes, qu'on a un diagnostic ou qu'on n'a pas le choix de s'en occuper puis d'y porter attention.